Bonjour, bonsoir, merci donc de nous recevoir avec la télévision de l'Afrique. Je reçois aujourd'hui mon Sow qui est documentariste. Bonjour. Bonjour, M. Diop. Votre parcours, vous l'avez fait d'abord le journalisme, ensuite la photo, et ensuite, bien sûr, l'animation dans la formation aussi. Vous y êtes, et aujourd'hui, votre choix dans cette panoplie du cinéma, c'est le documentaire. Pourquoi? Bon, c'est un parti pris, qui veut dire que je pense qu'on a beaucoup de choses à la télé et tout ça. On a beaucoup de... notre cinéma avait très bien débuté avec les Senben et tout ça, qui nous donnait beaucoup de plaisir. Et maintenant, je pense que beaucoup de jeunes ont viré dans toutes les séries qui existent et puis des choses qui sont vraiment éphémères. Mais je pense que c'est très bien, tout ça c'est très bien. Mais moi, le parti pris que j'ai fait pour le documentaire, c'est qu'on doit poser un template au moins d'où on doit partir. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on pose les jalons sur l'histoire du Sénégal, et à partir de là, peut-être qu'on peut construire des étages. Parce que notre histoire est très bien fournie. On a beaucoup de thèmes, on a des Ladjor, on a des Amadou Ngoné Sobel, on a des Ndate Yalla, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on a besoin d'aller prendre quelque chose d'autre, or que même les cinéastes américains commencent à s'inspirer de nos récits pour faire leurs films. Eux, ils ont tout fait. Nous, on n'a rien fait. On a beaucoup de choses à dire. Et je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire. Le réel, le documentaire, c'est le réel, mais vous ajoutez aussi la mémoire. C'est-à-dire que tous les deux films, les deux longs métrages que vous avez faits, ça nous ramène quand même à des personnages, à des personnalités, à leur parcours et à ce qu'ils ont fait, et leur identité aussi. Donc le fait de s'inscrire aussi dans l'acte mémorial, ça vous travaille. Oui, parce qu'on a des illustres personnages, comme aujourd'hui celui de Thierno Souleymane Baal, qui a quand même fait quelque chose d'extraordinaire, qui fait partie aujourd'hui de la marche du monde. Et par exemple, si on a un Sarkozy qui ose venir jusqu'à l'UCAD pour nous dire qu'on n'est pas assez rentré dans l'histoire, et maintenant notre réponse, c'est de lui montrer Thierno Souleymane Baal, notre réponse c'est de lui montrer Ndate Yalla, notre réponse c'est de lui montrer Aline Sitoé Diatta et tout ça, pour lui dire qu'on a l'histoire. Non seulement on a l'histoire, mais on a même l'histoire politique. Mais n'oubliez pas Cheikh Hamidou Kane, Cheikh Chef. On a l'histoire, donc on a même une vraie histoire politique. Par exemple, là, avec l'histoire de Thierno Souleymane Baal, la révolution américaine s'est passée en même temps, 1776, mais il paraîtrait que nous, on a été antérieurs à l'histoire de Thierno Souleymane Baal. La révolution française, c'est quoi? C'est 1887. Donc, avant, on a eu la démocratie avant eux. Donc, je ne vois pas comment on peut nous taxer des gens qui ne sont pas assez rentrés dans l'histoire. Donc, nous, je pense que le combat aujourd'hui, c'est de rétablir d'abord la vérité historique. Avant de commencer à imaginer, on n'a rien à imaginer, nous. On n'est pas comme Hollywood. On n'a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. On a tout entre nos mains. C'est à nous maintenant de faire pour que le monde nous connaisse et qu'on fasse la publicité du Sénégal et de l'Afrique. Deux longs métrages documentaires à votre actif. Parlons un peu de Kao Cheikh Hamidou Kane, l'auteur d'Aventure ambiguë, et son deuxième roman également, au-delà de Les Gardiens du Temple. Qu'est-ce que vous avez fasciné, au-delà de la parenté, effectivement, que vous avez, de vous dire, mais on connaît l'aventure ambiguë, on en parle beaucoup, mais peut-être cet auteur, derrière cet auteur, se cache quand même une véritable personnalité, qui a traversé aussi une bonne partie de l'histoire et qui vit encore. C'est ça. Kao Cheikh est je ne vais pas dire une personne mythique, parce qu'il a été dans le gouvernement, dans beaucoup de gouvernements, dans 2 ou 3 gouvernements au Sénégal. Et je pense que nous tous, on connaît son trajectoire, parce que c'est quelqu'un quand même qu'on a vu se développer et devenir ce qu'il est. Donc, ce qui était intéressant aujourd'hui dans Kao Cheikh, c'était d'aller un peu vers son intimité. Parce que nous tous, on connaît la personnalité, le ministre. Mais je pense qu'on n'a pas tellement connu l'écrivain, parce qu'il a écrit 2 romans. Il a écrit le premier depuis très longtemps et le dernier il n'y a pas très longtemps. Mais
c'est pas quelqu'un qui est un homme public. À part chez lui, je pense même pas que je l'ai vu quelque part d'autre. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très peu vu et qui est très peu connu. Donc, à part L'Aventure ambiguë, bien sûr, et Les Gardiens du Temple. L'Aventure ambiguë, c'est un best-seller depuis les années 60. Il a gagné des prix de littérature et tout ça. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'on se le doit nous-mêmes. Moi, si quelqu'un avait fait Kaucher et qui n'était pas moi, j'en serais jaloux. Parce que je me dis quand même que c'est un des piliers de notre histoire. Comme il a raconté notre trajectoire, parce que moi, je me vois très bien dans Samba Diallo. Hein. Moi, je suis un exemple typique de Samba Diallo. Je suis quelqu'un qui priait derrière son père quand il avait peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je suis allé aux États-Unis à l'âge de 12 ans. Quand je suis revenu, j'étais une autre personne. Je n'étais plus la même. J'avais beaucoup de doutes sur la religion. Mais je pense que ce qui me garde jusqu'à présent dans cette religion, ce n'est même pas la croyance, mais c'est peut-être la nostalgie et le respect que j'ai pour cette personne avec qui j'ai prié, qui est mon père. Mais nous tous, la rencontre entre l'Occident et nous, ces jeunes Africains, nous a transformés. Il y avait le soubassement aussi, c'est le soubassement culturel, quand même, Alpulaaren. Oui, c'est ça qui nous sauve, qui veut dire que dans notre culture, nous, on est très ancrés, quoi. Qui veut dire qu'avant que je ne quitte pour aller aux États-Unis, je parlais le pulaar parfaitement. Donc, j'ai ça qui me remet tout le temps, qui me rappelle à l'ordre, qui veut dire que je comprenais ma langue. Et puis, j'avais des choses qui étaient très ancrées, ma religion, l'éthique un peu, la morale, à un très jeune âge, 9, 11, 12 ans, c'est quand même jeune. Mais tu savais qu'il ne fallait pas boire, il fallait pas fumer, il fallait pas faire beaucoup de choses, quoi, parce que c'était pas... Et ça, même si tu as les possibilités de le faire, parce qu'à un moment donné, tu deviens adulte, tu as tout devant toi, mais juste il y a cette petite voix de le subconscient. Le subconscient qui te dit que non, tu ne peux pas, parce que tu n'es pas élevé comme ça. Et là, tu peux faire ce que tu veux, c'est très difficile. Très difficile. La composition de ce film, donc Kaucher, est, disons, surprenante, parce qu'on peut dire que c'est du cinéma audio. Exactement. Dans la mesure où ce film peut s'écouter, mais ce film peut se regarder aussi à la radio. Comment vous est arrivé effectivement à cette idée de partir d'une émission, d'une interview télévisée ou radiophonique pour maintenant en faire un film et l'englober dans effectivement cette démarche, cette recherche stylistique du documentaire? Oui, c'était quand j'ai pensé à Kaucher, c'était plutôt quelqu'un qui écoutait la radio. Donc, c'était vraiment un genre podcast. Mais après, il y a eu un nouveau format qui est venu peut-être il y a 9-10 ans, qui était une télé-radio, qui veut dire un hybride de télé et de radio. Donc, je dis, tiens, ça peut être intéressant parce que je veux que le taximan qui est dans son taxi puisse l'entendre. Mais je veux aussi celui qui regarde sa télé puisse le voir. Et l'émission aujourd'hui, ce que j'avais dit à Mamadou Ibra Kane dans le temps, qui m'a aidé dessus, c'est que je voulais que quand il le diffuse sur les deux. Comme ça, on peut le regarder à la télé et on peut aussi l'entendre à la radio. Et je pense que c'est quelque chose qu'un genre quand même que je veux travailler, que je veux que ce soit comme ça, parce que c'est une histoire. Et nous, on a appris l'histoire qu'en l'écoutant. Et ça, c'est de la nostalgie, c'est la partie nostalgique, qui veut dire que tu es là, il y a les parents et tout, c'est la nuit, et puis raconter des histoires. Et il y a aussi la musique. Ah, bien sûr. Moi, je suis un mélomane. J'aime beaucoup la musique parce que quand j'étais jeune, j'étais DJ en Angleterre, aux États-Unis, tout ça. Même si j'avais toujours l'aspect visuel, mais la musique, j'ai beaucoup. Là, je laisse personne choisir pour moi ma musique, quoi. Tu vois, la musique, c'est vraiment un des éléments que c'est moi-même qui le prends en charge. Tu vois. Ce style audio-cinéma, vous le reconduisez aussi avec 1776. C'est ça. Donc Souleymane Baal. C'est ça. Je veux dire que 1776, vous pouvez aussi l'écouter du début à la fin sans regarder une image et vous comprendrez tout. Tu vois. Ici aussi, bon, c'est un peu plus fictionné,
sur 1776, mais c'est toujours le même style, qui veut dire que je raconte une histoire, c'est comme si quelqu'un raconte juste une histoire audio. C'est comme si c'était un audiobook, mais qu'on a la possibilité aussi d'agrémenter avec des images. Tu vois. Moi, je suis plus en fait audio que cinéma. Que visuel. Mais oui, parce que hier, quand tu as fait la première, j'étais pas surpris, mais j'ai toujours vu le lien stylistique et le lien esthétique de ta première démarche avec Kaucher et avec effectivement Souleymane Baal. Oui, c'est ça, c'est juste que là, je suis en train de travailler sur une série, donc je veux garder cette cohérence-là. Et j'ai toujours en tête les gens qui n'ont pas de télévision ou bien qui ne veulent pas regarder, qui ne peuvent pas regarder un film parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont à l'extérieur. Donc j'ai toujours la radio en tête. Bien qu'il y a peu de gens qui sont aujourd'hui à la radio, mais que moi c'est agréable quand je suis dans un taxi, toujours peut-être la nuit, écouter les anciennes émissions, c'est très nostalgique, quoi. La radio a toujours sa place, seulement c'est le matin effectivement qu'on l'écoute et puis le soir, la nuit, qu'on écoute la radio. Maintenant l'espace on le donne à la télévision ou à d'autres peut-être sources de communication, de divertissement. Venons-en à votre dernier film que vous avez présenté en avant-première, 1776, Souleymane Baal, Thierno Souleymane Baal, et puis vous mettez en sous-titre La Révolution du Fouta. Alors que d'habitude, en tout cas les historiens parlent de révolution Torodo. Oui, parce que je pense que Torodo c'est limitatif. Parce que si tu dis Torodo, tu parles de Halpulaar. Or, on se rappelle dans le film que Thierno Souleymane Baal a fait ses humilités à Pire. Pire, c'est dans le Cayor. Oui, c'est dans le Cayor. C'est des Wolofophones. C'est à l'université Khalid Momar Fall. Et après ça, il est allé en Sénégal oriental. Là-bas, c'est des Fouladou. Après, il est allé même au Trarza. Donc, il y a tous ces gens-là qui ont contribué à la révolution. Donc, ça ne peut pas être la révolution Torodo. On était dans le taureau, dans le Fouta Toro. Mais le Fouta Toro ne peut pas dire qu'il n'y avait que des Foutans qui étaient dedans. Il y avait des Wolofophones, il y avait des Fouladou, il y avait même des morts, mais des morts noirs qui ont participé à cette révolution-là. C'est pour cela que j'ai enlevé le nom Révolution Torodo et j'ai mis Révolution du Fouta. Comment est née cette idée-là? Je sais qu'il y avait effectivement un colloque, et il y avait aussi, parce que ce film, il faut le dire, c'est une adaptation d'un livre, d'abord. C'est ça. Donc, sorti du colloque, il y a le général Ousmane Khan, qui est le président de l'association Thierno Souleymane Baal, qui avait vu Kaucher et qui avait beaucoup aimé. Il m'a dit, tiens, si tu me fais quelque chose à la hauteur de Kaucher, je suis content. On ne veut pas plus. OK, j'en ai fait un petit challenge. Bien que je savais que j'avais des limitations budgétaires, mais quand même il y avait quelque chose que j'avais en tête que je voulais faire. Je veux dire que je ne voulais pas juste faire un documentaire, mais je voulais quand même fictionner parce que je pense que la jeune génération, c'est ce qu'ils comprennent. Qui veut dire qu'aujourd'hui, tu mets des chevaliers, tu mets un peu d'action, tu vois, c'est ce que les jeunes, c'est ce qu'ils veulent voir. Nous, le spectacle. Le spectacle, il faut que ça se passe, quoi, tu vois. Et c'est pour cela que j'ai eu l'idée de le fictionner un peu, mais le problème qu'on a avec les fictions, ça demande beaucoup de moyens, et on n'a pas ces moyens, et dans ce film, parce que ça se voit qu'on soufflait, qu'on tirait la langue à la fin avec les moyens, parce qu'ils n'étaient plus là. Parce qu'aujourd'hui, mettre les deux ensemble, on a tourné au Fouta, on a tourné au Cayor, on a tourné à Lompoul, on a tourné même au Lac Rose, on a tourné un peu partout dans le Sénégal, avec peut-être 100 à 150 acteurs, avec 50 crews. Si on vous dit que votre budget c'est 100 millions, tout de suite, on fait les comptes. Les gens savent que c'est impossible. Mais vous avez utilisé quand même des effets, parce qu'il y a une bonne partie qui s'est fait sous fond vert. Exactement, c'est ça qui veut dire que on veut rentrer dans l'ère du cinéma moderne, mais en même temps, on a des limites. Qui veut dire qu'aujourd'hui, nos jeunes, c'est bien, hein? Il y en a qui ont fait du très bon travail. Franchement, je les félicite pour ce qu'ils ont. Parce que ça devient du cinéma, ça devient de la fiction. Et pour fictionner, il y a des conditions qui doivent être réunies, il y a de l'équipement qui doit être là.
on n'a pas aujourd'hui des bons plateaux on n'a pas de studio. Par exemple, moi, j'essaie de faire quelque chose comme ça à la biscuiterie, mais voilà, les gens ne l'ont pas trop utilisé, et puis, tu vois. Donc, aller dans ce terrain-là, je pense que c'est ça le cinéma, mais est-ce qu'on a les moyens de notre politique de cinéma, c'est ça. Et je pense qu'il faudra que nos autorités nous aident dans ce... Un défi que vous avez relevé, la vie de Thierno Souleymane Baal est vaste quand même. Il y a eu tellement de livres, de communication écrits sur lui. Quand on est cinéaste documentariste, face à ces archives quand même assez voluptueuses, comment est-ce que vous y êtes pris pour mener à bien votre scénario? Ouais, parce qu'après le colloque, j'ai fait des trucs comme ça. J'avais des écrivains sénégamiens, des écrivains américains, tout le monde, c'était comme ça. Mais j'ai vu le livre de Amadou Youri Sall, qui est très, très cohérent, qui était comme ça, à peu près le même nombre de pages que le livre de Kacher. Et puis quand je l'ai lu, j'ai tout de suite tout compris. J'ai dit, ah ouais, ce livre, c'est comme un audiobook. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le livre comme base de travail et le reste, j'ai fictionné. Parce que 1776, il y a une partie, la partie fiction, n'est pas dans l'histoire, nulle part. C'est moi qui l'ai inventé pour bonifier ce que je voulais faire. Voilà. Donc ça, c'est deux parties. Il y a la partie narration, qui est la partie historique, mais il y a une partie fiction que j'ai inventée et que j'ai mis ensemble les deux pour que ce soit cohérent. 3 niveaux de lecture, de narration dans ce film. Il y a effectivement la fiction, c'est la voix qui raconte, pas la fiction, mais il y a la voix off qui raconte la narration. Donc, il y a les témoignages, il y a les jeux d'acteurs maintenant, c'est-à-dire la partie fictionnelle, avec des batailles, avec des chevaux, etc., qui donnent... Pourquoi avoir procédé de cette façon? Ben, c'est ce que les jeunes comprennent. J'ai essayé de satisfaire tout le monde. J'ai essayé de satisfaire quand même la demande historique, de rétablir la vérité historique sur Thierno Souleymane Baal. C'est le révolutionnaire du Fouta qui a écrit et qui a théorisé la constitution que vous savez, qui est l'Almamia et tout, et qui n'a jamais été peut-être un Almami lui-même, bien que c'est lui qui l'a théorisé. Et ça, on le retrouve un peu aux États-Unis. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Révolution américaine de 1776. Ça a été théorisé pour la plupart du temps par Alexander Hamilton, avec les Monroe et tout ça. Mais celui qui a été président, c'est aucun d'eux. C'était George Washington. Donc il y a une petite similarité là-bas. Et même ici, celui qui a théorisé notre petite révolution qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, c'est Sonko. Il n'a jamais été président. Donc il y a une petite similarité dans toutes ces 3 histoires-là qui se ressemblent un peu. Et c'est tous dans la démocratie, tout dans la démarche de la démocratie. Oui, ça c'est juste un parti pris et que j'ai voulu le dérouler comme ça, qui veut dire en layer, que chacun puisse avoir quelque chose dessus. Par exemple, la partie voix off, ça rétablit une vérité historique. Le reste, c'est de la fiction. Et les jeunes puissent s'y voir un peu. Parce que quand je suis venu au cinéma, je l'ai montré au directeur de Pathé, il était très content. Il dit que la plupart du temps, les documentaires qu'on a, c'est des choses qui tu vois, c'est très statique, les enfants ne regardent pas tout ça. Celui-là, j'ai un film que les enfants puissent peut-être avoir accès. Parce que c'est juste de créer un peu d'accès pour les plus jeunes. Première ligne, donc c'est cette voix off, la narration. Deuxième ligne, ce sont les témoignages des historiens, des philosophes. Comment est-ce que vous les avez choisis et comment est-ce que vous les avez placés aussi dans ce premier film narratif? Oui, c'est ça, j'ai choisi par rapport à la narration. Tu vois, qui veut dire que, par exemple, quelqu'un comme Pendamo, que vous connaissez bien, c'est sûr, qui est une historienne, dit en gros l'histoire de Thierno Souleymane Baal parce que c'est une historienne. Par exemple, Kassé. Spécialisée aussi dans l'islam. Dans l'islam. Et Kassé, qui est plus peut-être philosophe et politicien, nous a un peu parlé de la philosophie par rapport à ce qu'il disait
par exemple, il a donné, je pense, l'exemple de Platon, qui parlait de la dictature, qui n'aimait pas la dictature du nombre, parce qu'il disait que c'est pour la démocratie, qui parle exactement. De la démocratie. Et que, ouais, par exemple, il a pris, je pense, un exemple sur un maçon, par exemple, qui, quand il s'agissait de construire une maison, il fallait appeler le maçon, mais quand il s'agissait d'être président, tout le monde peut l'être, ou tout le monde pense qu'il peut l'être. Je pense que tout est une bonne analogie, parce que nous, dans la démocratie, c'est juste la dictature du jeu. Et puis après, il est passé vers la partie politique, parce que aussi, il est politologue, je pense. Et je pense que ces deux-là, c'était vraiment mes deux fers de lance. Et puis le reste, c'est le général, qui est un chef d'armée, donc il nous a parlé de l'armée du Satigi. Parce que le rôle de Mantorba, c'est un commandant qui s'appelle le Kamalenkou, qui est, comment ça s'appelle, qui est le chef de l'armée des Deninyankobe. Là, on parle des comédiens, de leur chant. On a rendu hommage, vous avez rendu aussi hommage à Mentor. Ouais. C'est sa dernière apparition au cinéma, qui est venue d'ailleurs un peu tard dans le cinéma comme comédien. C'est dommage. Vraiment, c'est regrettable un peu. Bon, mais là où il est, peut-être il joue dans d'autres films. Ah ouais, c'est sûr. Après, vous lui avez rendu hommage. Le choix des comédiens, parce que j'ai vu beaucoup de Foutanké qui disent wow, mais pourquoi on n'a pas choisi quand même des comédiens Foutanké, ou pourquoi on n'a pas parlé Poulard dans ce film, etc. Oui, en fait, l'acteur principal, c'est un Anglais, qui s'appelle Horace. C'est lui qui a joué la série Simbad. Il a joué beaucoup de films, hein. Il a une 50aine de films dans Netflix. C'est quelqu'un que j'ai connu quand j'habitais à Londres, mais qui est un très bon acteur. Et je pensais que lui, il pouvait jouer le rôle de Suleiman Bal à cause de son look déjà. Aussi, c'est quelqu'un qui connaît le Coran. C'est très rare dans les acteurs anglais ou américains. Tu vois. Donc, c'était vraiment ça. C'est parce que j'avais de la proximité aussi. Parce qu'il pouvait jouer le rôle. Non seulement il pouvait jouer le rôle, mais il ressemblait. Et ce qui était bien avec lui, c'est que on a un gros problème avec nos acteurs, parce que je ne leur blâme pas, parce qu'il y a un manque de professionnalisme presque naturel, parce que ce ne sont pas des gens peut-être qui vivent de leur art. Donc le timekeeping est vraiment pauvre. Tu dis au gars, call sheet, c'est call time, c'est à 9h. Les gars ne se montent pas jusqu'à 11h, jusqu'à midi. Tu vois? Et par exemple, lui, toujours prêt. Et ça, c'était un exemple que beaucoup d'eux ont essayé d'imiter. Parce que quand tu viens, lui, il est prêt à partir. Donc, ce professionnalisme-là, ça nous manque un peu chez nos acteurs. Parce que eux, c'est leur boulot. Et c'est vrai que nous, nos acteurs, 80%, c'est des part-timers. Tu vois, ils le font, ils font autre chose parce que je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre de leur art pour l'instant. Et moi, c'est un de mes combats, c'est de vraiment pouvoir utiliser les mêmes pour en faire de vrais acteurs. Parce qu'ils ont la base. Sauf que si tu ne vis pas de quelque chose, c'est très difficile. Donc le choix de Horace, c'était aussi pour leur montrer à quoi ressemble un vrai acteur sur le comportement, sur le timekeeping surtout. Et le reste de Mentor, c'est juste à cause de son look, c'était vraiment le rôle du Kamalenkou, quoi. Tu vois. Les autres, vraiment, j'ai essayé de juste faire un casting qui était raisonnable, quoi. Quatrième ligne narrative, c'est la musique, la présence de la musique. Ah ouais, quand même, qui parcourt tout le long du film. Exactement. Et on voit que ce sont des compositions, en tout cas in situ. Ce ne sont pas des musiques adaptées ou importées ailleurs. Vous êtes attaché à la musique, justement. C'est ça. Moi, dans tous mes films, hein, c'est la partie que je me réserve. C'est mon petit... parce que j'aime bien la musique, je suis un mélomane et j'ai une grande ouverture musicale, que ce soit dans l'afro-cubain, que ce soit dans le hip-hop et tout ça, parce que moi j'étais à New York à la genèse du hip-hop. J'ai fait partie et j'ai pas fait partie. Et vous avez été aussi DJ? J'ai dit DJ. J'étais DJ dans les années 90 à New York, à Al-Nels. C'est une boîte qui est très connue à New York. Et je pense que j'ai fait, parce qu'on avait une radio quand on était jeune, ça c'est à l'âge de 16-17 ans, on avait une radio de collège et j'étais un des DJ et on a vraiment participé
à comment le hip-hop est rentré dans Manhattan. Parce que New York, c'est 5 boroughs. C'est comme si c'était 5 quartiers. Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx, tout ça, Staten Island. Et le hip-hop était plutôt dans le Bronx, dans le Brooklyn, dans le Queens, mais pas à Manhattan. Parce que Manhattan, ils étaient aisés, ils étaient des blancs et tout ça. Bon, moi, ils me laissaient... Ouais, c'est ça. Moi, ils me laissaient rentrer parce que j'avais un accent africain. Donc, ils disaient que, ah, lui, c'est un... Il me taxait de français parce que je parlais français. Ah, non, non, lui, il n'est pas comme les autres. Parce que déjà, l'accoutrement nous séparait. Je ne m'habillais pas comme moi. J'avais toujours mes petites chemises et mon pantalon normal qui ne tombaient pas. Et tout de suite, il faisait la différence. Il disait, ah, je veux DJ ici. Ils disent, ok, toi, tu veux faire DJ ici, mais pas de hip-hop. Non, non, on va jouer du soul. Mais la moitié de la nuit, en fait, c'était du hip-hop, mais on l'appelait du soul. Donc, la musique, c'est très prépondérant dans ce que je fais. J'accorde une grande importance dans le choix des morceaux, de la musique et tout ça. Beaucoup de scènes, je réfléchis à partir de la musique de la scène. Parce que dans ce film, j'ai mis Mia Guissé dessus. Et un autre jeune qui s'appelle Advisor, qui est mauritanien. Et il y a la fille d'une chanteuse mauritanienne qui s'appelle Dimi Mint Aldin, quelque chose comme ça, qui est décédée il y a une dizaine d'années. Et c'est vraiment c'est leur Khar Majag mauritanien, quoi. Et sa fille a rechanté un de ses morceaux que j'aimais beaucoup. Tu vois? Et donc, et le reste, c'est vraiment du khalam pur traditionnel local, qui s'appelle, nous, en tant que Peul, on a le Pantang, qui est notre morceau, et le Pantang, c'est le morceau du Peul. Et aussi, quand le Satik est venu, aussi, c'était le morceau de Denian Kobe et tout ça, donc j'ai vraiment... Le khalam qui ouvre d'abord le film sur Kao. Again, c'est toujours dans la même lancée, ça revient. Il y a la présence aussi du fleuve. Oui. Même si on a vu un bout, effectivement, dans... Le thème du Fouta, ce qui est permanent, c'est le fleuve. Donc, on revient tout le temps au fleuve, pour leur montrer qu'on est Fouta. Chaque fois qu'on va au Fouta, il y a le fleuve. Il y a aussi une cartographie qui manque dans la version que vous avez vue, parce que je l'ai corrigée au cours de la première version. Donc, il y a la cartographie du Fouta qui est présente dans le film. Dans votre démarche, dans ce film, on a vu des scènes de bataille. Or, pour les scènes de bataille, il faut bien qu'un maître d'armes puisse manager tout ça. Comment est-ce que vous avez procédé effectivement dans ces scènes de bataille? Oui, je les ai fait à Luncagne, vers Thiès, et j'ai eu deux régulateurs de combat qui m'ont aidé, 2 gendarmes qui m'ont aidé quand même à les réguler parce qu'ils sont très compliqués à faire. Et quand même, on a pu faire ce qu'on a pu faire pour montrer qu'on peut le faire. Mais les scènes de bataille, ce qui est bien dans les scènes de bataille, la plupart du temps, c'est le nombre. Là, si j'avais ce nombre d'acteurs multiplié par 10, ça c'est une vraie bataille. Tu vois. Mais à cause du budget, tout est un peu limité. Donc les gens peuvent voir, OK, on peut faire ça, mais pas avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a maintenant. Vous pouvez utiliser quand même la démultiplication par le numérique. Avec le numérique, je veux dire, avec un fond vert, on pourrait avoir le nombre de trucs qu'on veut, mais le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas tellement. Vous avez vu le peu de fond vert. Les seuls moments que j'étais content dans le film, c'est avec les décors naturels. Mais dès que je mets dans les fonds verts, nos techniciens, ils ont des problèmes avec. Et moi, je tenais coûte que coûte à que ce film soit du Made in Sénégal. Les fonds verts ne sont pas super propres. De temps en temps même, la caméra bouge. Quand tu filmes un fond vert, la caméra ne bouge pas. Quand tu bouges, tout bouge avec toi. Donc je suis sûr que vous en avez vu un ou deux. Tu vois. Donc il y a tout ça. Donc on est limité vraiment par nos techniciens aussi. Et moi je dis que ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne sont pas exposés à faire des films. C'est sûr que maintenant ceux que j'ai utilisés, que la prochaine fois, ils ne feront pas ces fautes-là parce qu'ils ont vu que ça, c'est des fautes. Tu vois. Donc, voilà. Quoi. Que retenir de Thierno Souleymane Baal? Moi, je pense que c'est déjà le parcours de l'homme. Je pense que là, on a fait la narration qu'il fallait faire. Et je pense que ceux qui aiment le cinéma, je suis sûr qu'ils comprennent qu'il y a l'essentiel. Mais j'ai toujours cet aspect cinéma qui est dans ma tête, mais que je n'ai pas pu restituer comme je le voulais.
Si c'était à 100%, j'aurais dit que j'en ai fait à 50%. Et j'ai toujours cette hunger de bien le faire. Et j'espère que dans mon prochain film, même si ça bouge de 20% vers le bon sens, je serai content. Parce que là, je veux vraiment continuer la série et peut-être aller vers un Aline Sitoé Diatta ou aller vers un Ndaté Yalla ou un Lat Dior ou un Dédama. Si je vous demandais, si je vous ai posé la question, que retenir de Thierno Souleymane Baal, parce que dans votre film, il y a l'aspect religieux. Par contre, il y a l'aspect social, c'est-à-dire la gouvernance. On a le sentiment que c'est l'aspect religieux qui prend le pas sur la gouvernance, parce que quand même la charte qu'il a écrite, basée sur la religion. Oui, je pense que c'est tout ce qui est religieux. Hein. Vous avez vu, les catholiques aussi, leur charte est basée sur la religion. Oui. Donc c'est un peu parallèle, quoi, qui veut dire que quand vous voyez la politique, la base de la politique, parce qu'ici, on essaie de nous dire qu'il faut séparer la politique de la religion. C'est inséparable. La base de la politique, c'est la religion. Les Pilgrim Fathers aux États-Unis, c'était des religieux. C'est eux qui ont fondé l'Amérique. Et même le dollar. Exactement, in God we trust. Tout ça, c'est la religion. Donc, séparer aujourd'hui la politique de la religion, moi, je ne pense même pas que c'est eux les politiciens, c'est les religieux les politiciens. Thierno Souleymane Baal, comme vous avez dit, c'est un religieux. Et c'est lui qui a écrit la Constitution. Et toutes les constitutions sont écrites en base de la religion. Tous ces gens-là, James Hamilton, les Monroe, les Madison, c'est des religieux. Bon, ils ont choisi maintenant quelqu'un qui était un chef militaire pour les guider, mais la base, c'est la religion. Surtout entre la religion sur la religion catholique et sur la religion musulmane. Rappelez-moi quelques principes, effectivement, de cette charte-là. Pour la bonne gouvernance. Ouais. Il y a à peu près, bon, effectivement, lui, il a créé l'imama, mais en même temps, il n'est pas imam. Il n'est pas le chef. Exactement. Il n'est pas le chef. La destitution, la droiture quand même d'un chef, il a dessiné. Exactement. Et moi, celui que j'ai retenu vraiment, c'est comme si c'était aujourd'hui. Hein, c'est presque, comment on appelle, un cahier qui veut dire que si vous voyez quelqu'un qui s'enrichit, un imam qui s'enrichit, il faut le destituer. Tu vois. Et ça, on l'a aujourd'hui avec nos chefs. La déclaration des biens. Donc, si tu regardes bien, les deux se valent. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de différence entre ce que Thierno Souleymane Baal avait écrit avec aujourd'hui ce qu'on a comme les fondements de notre démocratie. C'est la même chose. Ouais. Les institutions, c'est ça. C'est vrai qu'il y a les règles de la bonne gouvernance. C'est-à-dire le fait d'être hors de tout soupçon, d'enrichissement illicite, d'être de bonnes mœurs, en fait, quelqu'un qui est respecté, d'être juste aussi, et d'être aussi sous l'assistance, en fait, de servir le peuple, de servir Il y avait aussi l'Assemblée, hein, parce que là-bas, il y avait une assemblée qu'on appelait les Diagordés, qui sont à la base de tout ça, parce que c'est eux qui, aujourd'hui, destituent ou nomment. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence avec notre démocratie telle comme on la connaît aujourd'hui. C'était vraiment la base pour moi. Donc voilà un élément que peuvent s'approprier effectivement, surtout à l'école, même les gens qui ne connaissent pas les fondements de nos histoires. Après, la contribution aussi de l'Afrique dans la marche du monde, parce que quand même, toutes ces personnalités ont écrit peut-être avant même l'Europe, effectivement des chartes, des constitutions, une réflexion sur la marche du monde, sur la marche de l'être aussi. Oui, moi je veux que quand on parle de démocratie, qu'on puisse nous citer aussi, parce qu'on l'a vu en même temps avant eux. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui un Alexander Hamilton ou un Madison est plus valeureux qu'un Thierno Souleymane Baal. Parce que tout ce qu'ils ont écrit, ça se valait. C'était dans la même temporalité. Peut-être dans deux parties du monde qui sont différentes. Je ne peux pas dire que celui-là il a copié sur l'un ou l'autre il a copié parce qu'on ne pouvait pas, de toute façon, parce que c'est à quelques mois de près. Mais voilà, quoi, on savait aussi là où on voulait aller. Parce que je pense qu'avec l'aventure ambiguë, c'est qu'on s'est perdu un peu
Là-bas, on a perdu notre voix, mais on avait la base. De tout cela. Kao, merci, mais avant de nous quitter, mais aussi dans ce film, j'ai vu quand même que vous étiez pas un peu même écolo, parce que quand on voit effectivement le choix de la nature, le choix des arbres, le fleuve, l'eau, et tout cela, c'est une préoccupation aussi actuelle, l'écologie. Oui, oui, quand vous faites un film, comme vous le savez même mieux que moi, hein, que vous mettez toutes vos croyances dedans. Parce que dans ces films, vous avez vu 2 de mes films, et je suis sûr qu'à peu près, vous savez où me situer. Qui veut dire que vous savez que je suis une personne qui aime beaucoup la musique, qui porte beaucoup d'attention à la musique. Vous savez aussi que je porte beaucoup d'attention à la nature. Vous savez aussi que j'aime bien rétablir les vérités historiques et tout ça. Donc, avec le temps, avec ça build, et puis à un moment donné, vous pouvez faire la personnalité de cette personne qui fait ces films-là. Et je pense qu'on est en train d'aller vers ça. Dernière question, qu'est-ce qui vous a attiré dans le cinéma au point d'en faire une profession? Moi, je ne suis pas cinéaste à la base, parce que j'ai travaillé, en fait, ma formation, j'ai fait dessin industriel. Et nous, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle des majors et des minors. Le minor, c'est tu peux suivre la formation, mais tu n'auras pas de diplôme. Mon diplôme, je l'ai eu en dessin industriel, mais j'ai fait 3 ans de cinéma. Enfin, en tant qu'auditeur libre, quoi. Exactement, en tant qu'auditeur libre, exactement. Donc, je n'ai pas de diplôme de cinéma, mais j'ai suivi les cours de cinéma. Et donc, moi, j'ai travaillé chez Puma pendant 15 ans, l'équipementier. Et je dessinais des chaussures et l'équipementier. Et après, j'ai eu un journal. J'ai eu un journal de mode et de sport qui s'appelait Anglomania, que j'ai développé. Et c'est là-bas vraiment que j'ai développé l'image. Après, je suis rentré dans les films publicitaires. Bon, j'ai fait quelques musiques vidéo quand je suis revenu au Sénégal. Je pense que vous les connaissez. Il y en a un que j'ai fait avec Suleiman Faye qui s'appelait Djeleti, un petit truc en noir et blanc. Et puis j'en ai fait avec Khalam un qui s'appelait Khalid, avec Dundiaï Rose. Il est décédé 15 jours après ça. Et puis voilà, donc c'est un peu, si vous voyez tout ça, peut-être que l'œil est resté le même. Là, on cherche la progression, parce que l'image, c'est la progression. La progression, c'est vraiment avec le temps et avec des nouvelles, avec plus aiguiser l'œil. En tout cas, merci Mo Sow. Et puis on attend bien sûr les autres productions, toujours dans le rafraîchissement de nos mémoires collectives, aussi de ces personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, puisque nous sommes dans une télévision panafricaine. Merci beaucoup, M. Diop. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et j'espère qu'un jour, ça passera dans votre chaîne. Ah oui, mais écoute, il faudra quand même que le film puisse parcourir. Ah oui, parce que vous êtes une chaîne panafricaine et c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Merci. Et merci beaucoup. Merci, M. Diop.